Bonsoir à tous, bonsoir messieurs. Ce soir, Bonsoir. en notre Bonsoir. compagnie, Tristan Rouleau et Corentin Martinage. Euh, Stéphane Girardot m'accompagnera pour relayer vos Salut. questions ce soir. On va parler de Psychoparis. Psychoparis, une BD qui vient de sortir il y a une semaine. Voilà, le tome 1 était sorti en 2011, mais là, voilà, nous avons une intégrale qui nous permet de profiter pleinement de cette histoire. Et nous allons en discuter ce soir avec les auteurs. Tristan, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Ouais, en quelques mots, Tristan Rouleau, né en 1975 à Rennes, mais depuis je vis au Canada, à Montréal. Non, je suis scénariste de BD, c'est ça, depuis combien de temps? 20 ans, à peu près? C'est ça, un peu, ouais, 18 ans, 19 ans. Avec première BD, Goblins, avec Corentin. Yes. Martinage, avec qui après on s'est encanaillé un peu à faire Psychoparis. Entre-temps, j'ai fait d'autres albums comme Le Testament du Captain Crown, qui était aussi chez Mm. Soleil quand je suis arrivé à Montréal. Et puis depuis, il y a eu Irons, 3 tomes chez Lombard, Hedge Fund aussi, avec le dessinateur du Testament du Captain Crown. Donc Hedge Fund. Et puis en dernier, c'était donc le Convoyeur. Le Convoyeur qui sort là incessamment sous peu. Il y a Le aussi Rome reméritage. Héritage, voilà, avec Matteo Guerrero Mm. chez Hachette Robinson. D'accord. Corentin, à ton tour? Yes, et bah Corentin Martinage, donc dessinateur de bande dessinée, quasi, je dirais, ouais, 19-20 ans qu'on est dans la BD maintenant, parce qu'on a commencé nos armes ensemble. Et du coup, dessinateur sur la série Gobelin et du coup Psychoparis. Donc voilà. Ouais. Ouais, j'ai bossé aussi, on a fait quelques pages dans le Spirou aussi, Ah oui. on a fait quoi? Bah, récemment, on en a fait une. À Noël, on a fait un petit 4 pages, un petit spécial Noël. Et donc, ouais, j'en tape. Mais D'accord. principalement, ouais, Gobs et Psycho sont mes deux séries. Donc Et, voilà. et du coup, votre duo, vous êtes même plus que ça, vous êtes deux amis maintenant très très proches, Ok. hein, on peut le dire. Vous vous êtes C'est ça, rencontrés un vieux dans... couple. Ah ouais, ouais, bah, un couple dans la BD, ouais, c'est clair. Quand on pense à l'un, on pense à Exactement, bah l'autre. ouais. On s'est Et vous êtes rencontrés dans rencontrés le dans le métro, ouais. métro parisien. Bah oui, il y a un paquet d'années, je rentrais au lycée Auguste Renoir à Paris et on s'est rencontrés dans le métro. Donc je revenais d'un musée d'art moderne dans lequel je m'étais ennuyé ferme. Et je rencontre ce gars-là qui vient à côté de moi avec son sac Fnac rempli de BD. Et à l'époque, j'étais super timide. Et je me revois lui poser la question bête de savoir si il était dans la bande dessinée. Et Ouais. il me répond tout fièrement, puisqu'il était scénariste. Oui, je suis scénariste. Ça l'a peur qu'elle n'était pas du tout L'imposture totale. imposture totale. Moi, j'avais mon gros carton à dessin à côté de moi. J'ai dit, hey, je suis dessinateur, moi. Et donc, on s'est arrêté sur le train, Une sur le autre quai. imposture, hein. En fait, on était deux Ouais, imposteurs. imposture totale aussi. Du coup, Vous êtes bien trouvés, quoi, en fait. Ouais, ouais. exactement. On s'est arrêté sur Non, le quai, papoté 2 secondes, et puis. ouais, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que je pense tous les deux, on avait envie de faire de la BD depuis longtemps. Moi, j'ai envoyé des dossiers éditeurs depuis au moins 5-6 ans avant de rencontrer Corentin, avec des rencontres par Internet de dessinateurs, etc. Donc, j'étais apprenti scénariste. J'avais jamais rien réussi à publier. Tous mes dossiers avaient toujours été refusés. Mais j'avais, de par mes échecs, développé quand même une connaissance du milieu, quoi. Voilà. D'accord. qui lui a permis de dire sans trembler du menton qu'il était Voilà, scénariste. je connais les règles. Voilà, je connais les règles. Je ne sais pas les appliquer Voilà. encore, mais je connais. Et t'as pu prévenir Corentin de tout ce qui vous attendait. Exactement, t'inquiète pas, on va s'en prendre plein la tronche, mais ça va être sympa. Et du Du coup, coup, après, les j'ai Gobelins sont quitté nés pour. dans un vol, enfin sur un vol Los Angeles-Paris, n'est-ce pas, Tristan? Ouais, ça c'est plus tard, Ouais, ça. c'est Ça c'est vrai. plus tard, ça. Parce que moi j'étais journaliste à l'époque, et donc je faisais d'un côté de la presse pour le monde multimédia, les PC, etc. J'étais chef de rubrique jeux dans un magazine de jeux vidéo. Et donc voilà, donc j'avais été invité à une conférence de Microsoft, je sais pas quoi, à Las Vegas. Et sur le retour, bon, le vol il dure longtemps quand même. Et donc tu as le temps de cogiter et tout. Tu fais, ah, ah. Et donc j'ai eu cette idée de petit village gobelin qui se fait taper sur la gueule en permanence. Et donc de mettre la caméra au milieu du village. Et ce qui était drôle, c'est que en fait avec Corentin, ça faisait plus de 3 ans, je pense, 3 ou 4 ans qu'on lançait Ouais, des projets facile.
On a lancé des projets plutôt pour enfants, plutôt épiques, plutôt héroïques et tout, de science-fiction. On avait commencé par un truc de science-fiction et qui était une idée de Corentin. Et puis voilà. Et donc je reviens avec cette petite idée de gag en une planche, en me disant tiens, ça peut être marrant. En attendant de présenter le dossier à Angoulême de notre gros projet, eh ben tiens, il nous reste 1 ou 2 mois, on peut faire des petites pages, quoi. C'est ça. Et c'est ça qui a été pris finalement. Donc première apparition dans le Landfuss Mag en 2004 et premier album janvier 2007. Voilà. Et ensuite 10 tomes pour la série Gobelin. Et oui. Exact. Ça représente quand même pas mal, hein. Et puis en 2011 sortie de Psycho Paris tome 1. Voilà. Est-ce que les deux albums sont il y a de la violence, on va dire. Il y a un album, c'est de l'humour, une série, c'est de l'humour, c'est vrai, un peu plus, entre guillemets, malgré la violence, un peu plus grand public. Et c'est vrai que Psycho Paris, c'est la lecture un peu plus, on va dire, adulte, un peu plus sérieuse, même si ça reste fun. Hein. Je sais pas, qu'est-ce que vous aviez envie de changer un peu de style? Corentin, on avait un petit peu marre peut-être de dessiner des gobelins. C'est surtout un retour aux premiers amours, puisque du coup, on est tombé dans le gag vraiment par hasard avec cette histoire de petit village gobelin qui a fonctionné avec le Landfuss Mag. Mais à la base, nous, on avait commencé à développer des grands univers de SF ou de fantasy avec des grandes épopées, etc. Donc, du coup, quand on s'est retrouvé à faire du gag qui était tout aussi plaisant, mais un autre exercice complètement différent de ce qu'on faisait. Et du coup, il y avait cette envie, cette frustration et né Psycho Paris, parce qu'il fallait qu'on prouve au monde quand même qu'on savait faire autre chose que des petits gobelins, autant dans le dessin que dans le scénar, parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore créé les albums c'était que des pages de gags. Et du coup, on a créé Psycho Paris avec cette frustration de est-ce qu'on est capable aussi de créer un 46 pages sur la longueur, tu vois, ça nous frustrait aussi un peu de savoir est-ce qu'on en était capable. Donc du coup, Psycho Paris est aussi né un peu de ça. Et puis comme on voulait pas se prendre la tête, on a vraiment créé cet univers complètement barré et fun pour que ce soit juste du plaisir à faire et que voilà. Donc du coup, c'est né un peu de ça, cette frustration. Et cette envie de prouver, et puis ce retour à moi, pareil, c'était mes premiers dessins, les premiers trucs que je dessinais, c'était dans cette veine-là, donc j'étais trop happy de m'y retrouver et de refaire un truc là-dedans. Je pense qu'on était vachement inspiré par Samouraï Champloo à l'époque. Ouais, on a été nourri plein de trucs, en plus à cette époque-là, c'est clair que, ouais. Le côté anime, un peu anime bien violente, mais fun, voilà. Un petit côté hip-hop aussi. Qui finalement nous a desservi, puisque apparemment la grosse erreur marketing, ça a été la couve du tome 1, qui était justement très hip-hop, et parce que Corentin était un peu branché là-dedans, un peu skater, le titre, hein. Un peu urbain quoi comme mec. Ouais, c'était le titre. Moi j'adore ça, mais apparemment c'est pas très fédérateur pour le grand public. On s'en est rendu compte. Mais moi j'adore tout cet univers-là. Donc, Et du coup, c'est toi, Tristan, qui est venu avec l'idée de Psycho Paris, ou est-ce que c'est vraiment une concertation commune? En fait, c'est souvent ce qui se passe, c'est que je me souviens avec Coco, je lui ai parlé, parce qu'on était dans Goblins, et à un moment, je lui parle de cette idée, pareil, des trucs, une idée qui tombe dessus, tu fais, putain, ça serait marrant si, cette image, c'est d'un mec en costard avec une épée dans le dos. Oui, c'est ça, tu m'avais parlé à la défense. Genre, imagine un mec à la t'imagines, défense. tu vas au boulot, t'as une épée, parce que t'es quand même obligé, tu sais pas quoi. Tu sais pas ce qui peut se passer. Donc pourquoi le mec a une épée? Ça veut dire qu'il n'y a pas de justice publique, c'est que de la justice privée, parce que sinon c'est interdit. Donc il faut que les gens puissent se battre en duel. Donc ça veut dire que les duels n'auraient pas été abolis. Donc, du coup, tu es toujours obligé d'un peu de te défendre, donc tu retournes dans un côté western et tout. Et donc là, tu commences à échanger sur le sujet, tu vois. Et moi, j'habitais Porte de Champéret à l'époque, d'où la première page qui se passe Porte de Champéret, tu vois. Où on se retrouvait avec Corentin qui était à Levallois, pas loin, chez sa tante aussi, donc qui était un peu notre base de création. Et donc, je me souviens toute la séance de photos qu'on avait prises. Oui, on avait joué les Japonais pendant 2-3 jours. Là, on avait photographié tout Paris pour voir où est-ce qu'on pouvait placer nos scénettes.
Ah, c'était excellent. Donc ouais, c'est ça. Et puis après, c'est ça. Tu proposes des persos, t'en discutes. Coco ramène des personnages secondaires, des machins, des mecs qui ont une pure touche, donc tu les intègres dans le scénario. Et puis c'est les meilleurs moments. Ça, c'est quand justement tu à deux, tu fais, enfin, tu t'amènes à la vie tout un univers complètement imaginaire au départ, quoi. Et donc du coup, c'est assez. Vous restez quand même assez flou sur les raisons, voilà, qui font que on ne sait pas en fait quand on lit l'album pourquoi tout le monde se bat. Enfin, tout le monde a une arme blanche d'ailleurs. Il n'y a que des armes Mm. blanches. Hein. Ouais. Et ça, c'était un parti pris de ne pas dévoiler les raisons. Ouais, parce que en fait, nous, on a les raisons en gros, mais elles sont pas si intéressantes finalement. C'est Mhm. ça. Le but c'était vraiment de faire un truc fun, on pose des règles, et puis à partir de là, on s'amuse avec quoi. Et donc les règles, c'est les duels n'ont jamais été abolis, l'électricité n'a pas été inventée, enfin ce genre de truc, tu vois. Mais on voulait pas non plus que ça devienne un enjeu du scénario. D'accord. Donc les mecs vivent là-dedans, voilà, ils connaissent les règles du jeu, et puis voilà quoi. Alors, Stéphane a quelques interventions, quelques réactions à vous faire part. Ouais, alors il y a Christophe Stund qui dit chouette le convoyeur version noir et blanc qu'il y a derrière Corentin. C'est ça, quoi. Anthony Boulan qui dit que Psycho Paris, c'est de la bombe. Ouais, c'est bien. Déjà. Ouais. Agathe Arthur dit que se pose la question, Urbain Coco, elle n'était pas au courant. Tu es urbain, donc elle n'était pas au courant. Et Fabienne Leclerc qui dit que la série était attendue depuis J'ai des un années. problème. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Ouais. Ça saute. Ouais, plus rien. Ça saute un peu, ouais. Ouais, là, ça saute. La liaison avec le Québec. Ah ouais, ça commence à chier dans la colle. Il va revenir. Il neige pas, pourtant, en ce moment au Québec. Ben non. La ligne de clim. Je pense que Tristan va pouvoir nous rejoindre un peu plus tard. Enfin, il va essayer, je pense. Du coup, Stéphane, si tu veux continuer Oui, en il y a attendant. donc Fabienne Leclerc qui disait que la série était attendue depuis longtemps et qu'elle aurait mérité d'être sur plusieurs tomes. Donc ça, c'est son Ah oui, compagnon oui. qui dit. Ah oui. Et c'était prévu. Ouais. C'était prévu en 3 tomes. C'était prévu en 3 tomes à la base. Et du coup, on a eu pas mal de déboires. Donc, du coup, déjà, la série Gobelin a pris énormément de place juste après le tome 1. Donc, je me suis remis sur la série Gobs. Et puis, il y a eu les ventes du tome 1 qui n'ont pas fait leur preuve et qui n'ont pas été suffisantes. Et du coup, ça a vraiment mis un petit coup avec l'éditeur qui voulait absolument plus miser dessus sur la suite. Donc, on s'est battu bec et ongle pour essayer d'avoir quand même une suite et fin à cette histoire pour toutes celles et ceux qui l'avaient commencé. Mais ouais, donc du coup, c'était prévu en 3 tomes. L'éditeur a voulu que Penet nous a laissé une petite porte de sortie en essayant de terminer l'histoire en 2 tomes. Ce qui nous a quand même mis un sacré coup, quoi, finir 3 tomes en 2. Donc du coup, on a trouvé un petit compromis au fil du temps où justement on a poussé un peu plus qu'un 46 pages. On en a fait 60. Et après, le temps a tellement filé qu'on s'est rendu compte que ça avait plus de sens de sortir un tome 2. Donc du coup, l'idée était un petit peu d'essayer de rebooter la série et de refaire un gros bouquin qui compilerait tout ça, en fait. C'était le seul moyen pour que ça soit encore viable dans les librairies. Sinon, un tome 2 à 10 ans d'écart entre le premier et le suivant, ça n'aurait pas eu de sens. D'ailleurs, t'as une petite anecdote à raconter parce que théoriquement, il devait faire moins de pages cet album. Il devait faire moins de pages. On a un petit peu filouté là-dessus. C'est vrai que comme il nous avait demandé de terminer l'album en 2 tomes, on avait dit OK. Et comme les pages continuaient d'être payées, on a poussé un petit peu gentiment en attendant de voir s'ils allaient réagir sur les pages. Donc on avait 46, 47, 48. On s'est dit bon allez, on va quand même pas pousser la blague trop loin.
Et donc C'est ça, parce que s'ils s'en rendaient compte avant. nous, on a bouclé Ouais. notre histoire en 60, qui était quand même déjà un sacré exercice. Mhm. Et en essayant du mieux, l'idée c'était quand même de boucler cette histoire de maman avec son carnet. Et puis on a essayé de reboucler tous les personnages au maximum pour pas qu'il y ait de frustration et que tout le monde réapparaisse dans la suite et fin du tome. Mais ouais, il y a plein de trucs qui auraient pu être faits. Il y avait toute cette révolte avec les catacombes qui auraient dû se soulever de terre et sortir des catacombes. Et il y avait plein de trucs, il y avait tous les enjeux politiques aussi, qu'on avait bien commencé à placer, et qui se sont retrouvés un petit peu réduits dans ce tome 2, mais tout a été un petit peu réduit pour que tout ça rentre et que chacun trouve sa place, mais effectivement, du coup, il y a comme une petite frustration de ne pas avoir pu dire tout ce qu'on voulait, mais on est quand même content d'avoir justement réussi à tout caser dans un gros tome où là, on revoit tous ceux qu'on a vus. Il reste quoi? Peut-être Monsieur Paul, je dirais, une petite frustration, parce qu'on avait toute une histoire aussi avec ce collectionneur de sabres qu'on n'a pas pu terminer, et puis le prospecteur aussi qui avait un rôle hyper important avec justement toute la caste des catacombes, etc., qui aurait pu être plus expliqué, mais ça va, je pense qu'on s'est pas trop mal démerdé. Et effectivement, pour recasser tout le monde. dans la loi, enfin dans cette histoire, il y a énormément de personnages, mais Ouais. vous avez réussi quand même à ce que chacun dégage un petit truc particulier. Et voilà, je peux pas dire qu'on s'attache forcément à des tueurs, mais forcément il y a un attachement quand même. Voilà, on ressent il y a un truc quoi. Enfin c'est bien foutu. Tant narrativement que graphiquement, et rien que pour ça, ça mérite plus qu'un coup d'œil. Et ça, on fonctionne un petit peu comme ça avec Tristan. On part toujours des personnages. Nous, à chaque fois qu'on a une idée ou quoi, on a souvent des scénettes qui arrivent très fortes. Ensuite, il y a des personnages qui viennent se greffer, des grosses personnalités. Moi, que ce soit que je les sorte au dessin ou que Tristan les écrive, il y a toujours ça part toujours des personnages. Et après, on essaye de leur trouver une histoire, un truc cohérent. Mais c'est vrai que du coup, ouais, on attache vraiment une importance à ça, aux personnages. C'est eux qui tiennent le tout, quoi. Donc, il faut qu'ils soient charismatiques à souhait. Ouais. Donc voilà, on espère que ça a plu à tout le monde, mais en tout cas, on a essayé d'en faire plein des cools et des différents. Et puis l'univers s'y prêtait tellement que voilà, on pouvait se lâcher. C'était presque facile. Et Tristan qui est de retour avec nous. Tristan, Ouais. tu avais déjà écrit les 3 tomes, ou alors est-ce que ça t'a demandé un travail de réécriture Oui, assez ça a demandé un travail de réécriture parce que les 3 tomes n'avaient pas été intégralement dialogués, on va dire, ni découpés. Mais par contre, effectivement, il y avait beaucoup de sous-intrigues qui étaient établies avec un peu comme des side quests, tu vois, dans un jeu de rôle. Non, les enfants, bien sûr, qui débarquent, puisque effectivement, mon PC a planté, donc je suis obligé d'être dans le salon. Est-ce que vous pouvez aller dans vos chambres, s'il vous plaît? Merci. Très aimable de votre part. Psycho, il y avait beaucoup de matériel, et puis il a fallu se focaliser sur les choses les plus intéressantes, excitantes, et voilà, conclure cette histoire de carnet qui était une des grandes intrigues du projet, on va dire. C'est ça, que Si l'on retrouve la série en avait couverture. cartonné le tome 1, on aurait pu partir sur après des intrigues plus à la Game of Thrones quelque part. D'accord. Ouais. Je vais redonner la parole à Stéphane. Ouais, justement, il y avait pas mal de questions là. En fait, c'est de savoir si vous envisagez. Alors, il y a Agathe Arthur, Vimer Avloc aussi qui se pose la question de savoir si éventuellement il pourrait y avoir des spin-offs un peu à la Game of Thrones là qui sont en train de se monter. Notamment, il y a j'ai un titre qui est proposé par Paul Martinage, spin-off de Monsieur Paul à la recherche du sabre perdu, par exemple. Ça dépendra des ventes et du bouche à oreille que Voilà, chacun. parlez de Psycho autour de vous au maximum. Embêtez votre libraire, dites-lui d'en commander 50, et puis comme ça, il sera obligé de nous laisser continuer la série. Ce serait avec plaisir, ça serait Ouais. vraiment.
Ouais, Et, on a plein de choses à dire, plein de personnages encore à creuser, les relations, à la fin du tome 1, enfin, de l'intégrale finalement, l'équilibre des pouvoirs est un peu bouleversé, donc voilà comment tout ça peut évoluer, ça sera vraiment hyper excitant à faire, c'est sûr. C'est vrai. Et notamment aussi, il y a des références, par exemple, Fabienne Leclerc qui demande à la page 69 si c'est l'hôpital Cochin qui est Ah, dessiné. c'est possible ça. C'est possible. Ah oui, j'ai pioché dans tellement de références photographiques que j'avais quand on avait été faire notre tour à Paris. Je sais plus si on était passé par là, mais c'est très probable. Puis à un moment donné aussi, du coup, j'ai bougé à Montpellier et du coup, je faisais tout sur Street View, tu vois. Dès que je voulais un truc et tout ça, donc c'est très probable. J'ai pas le nom en tête, mais s'il l'a reconnu, c'est possible. Ouais. et, euh, et tu m'as dit également que vous aviez été faire un petit repérage pour la scène là qui fait penser à un film célèbre de Quentin Tarantino. Ouais, ouais. Ouais, elle est folle cette baraque, hein. C'est le Whose House? Liu Hu, je sais pas quoi. Ouais, ouais. Vraiment une baraque qui existe en plein Paris. Bah, on avait été la voir avec Tristan, qui est absolument fascinante, quoi. Donc du coup, on avait notre gang japonais. On s'est dit que ce serait mortel justement que ça soit leur QG, quoi. Et quand est venu justement le prospecteur aller foutre la merde un petit peu là-dedans, c'était tellement connoté à l'époque Kill Bill que on s'est dit ça sert à rien de passer à côté. Faisons un gros clin d'œil appuyé, ça sera tellement plus fun. Donc du coup, on s'est marré. Mais cette baraque est assez incroyable. On n'avait pas pu la visiter. Je crois que c'est un appart particulier ou une maison particulière, donc on peut pas rentrer dedans. Mais du coup, on avait juste pu prendre des photos de tout l'extérieur. Mais c'est assez fascinant cette pagode en plein milieu de Paris. Bah, en fait, ce qu'on voulait faire, c'était remettre à Paris, donc vraiment en France, chez nous, toutes les choses qu'on aimait, quoi. Donc pourquoi foutre ça au Japon? Pourquoi faire ça Ouais. aux États-Unis ou voilà, alors qu'on peut tout faire, on peut tout faire à Tout est là. Paris et ça donne une connotation marrante du coup, un peu décalée, quoi. C'est clair qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre d'intrigue à Paris. Ben non, c'est ça, on est trop timide en France. On est trop timide avec justement aussi bien la BD de genre que les films de genre ou les séries de genre. Donc voilà, il faut se réapproprier un petit peu toute cette création un peu plus populaire et vraiment, vraiment fun, quoi. Il n'y a pas de raison que tout le monde s'enthousiasme devant Tarantino alors qu'on pourrait très bien le faire chez nous, quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, on parlait des lieux qui avaient servi de base au récit, enfin pour illustrer l'intrigue. Moi, j'ai vu que le maire de Paris était quand même, avait les traits de Jean d'Ormesson. Oh oui! Ah, c'est clair. Ben Pourquoi oui, là, Jean d'Ormesson? Allez. c'était Tristan qui me l'avait proposé parce qu'autant sur le caractère design, il y en a qui sont arrivés très vite, très simplement. Et celui-ci, donc maire de Paris, j'avais pas d'idée. Je demandais à Tristan, qu'est-ce que tu vois pour le maire de Paris? C'était lui qui m'avait dit, il nous faut un petit vieux un peu classe. Va chercher du côté de Jean d'Ormesson, ça pourrait le faire et tout. Alors j'ai été chopé 2-3 photos, il m'est vite arrivé dans la main. J'ai dit, allez, banco. C'était cool. Mais ouais, du coup, c'est vraiment lui. J'ai pris lui comme référence. Et, mais c'est vrai qu'en plus, vos personnages, enfin, dans la mise en scène et tout ça, ça fait très cinématographique. On les imagine bien à l'écran, quoi. Enfin, c'est, On en a dit Bah, souvent ouais, ça, je pense avec qu'il y une a narration ça. un peu cinoche. Ouais. Ouais. Ouais, il y a une volonté, de retrouver un peu les codes et le dynamisme des séquences d'action qu'on a vues, quoi, au Cinoche. Donc, ou dans l'animation d'ailleurs, parce qu'il y a quand même Ouais. une grosse inspiration anime Hmm. qu'on voulait faire en BD franco-belge. Et je dirais, là, on s'est confronté quand même à un enjeu qui était un peu inattendu, c'est que c'est très, très différent de rythmer des scènes de combat sur des BD de pages franco-belges versus des pages de manga ou de comics, Ouais. du fait du nombre de cases. C'est beaucoup plus délicat d'avoir la même intensité. Donc, parce que tu ne peux pas redécouper à l'infini une page franco-belge. Et surtout, il y a moins de suspense, il y a moins de chutes de pages. Donc forcément, tes punchs, il y en a forcément moins. Donc il faut que les scènes d'action, elles soient vraiment limitées et extrêmement puissantes.
et extrêmement avec une énorme vélocité. On peut pas se permettre, comme dans le manga, de faire un combat sur 6 pages ou 10 pages parce que le lecteur il fait attends, je viens de bouffer un quart de mon bouquin là. On n'a pas la place en plus. Là, chez nous, en franco-belge, on n'a voilà. pas la place de faire ça. Donc la franco-belge, c'est vraiment l'art de l'ellipse. Et donc, on peut pas faire des longs combats. Donc, il faut que chaque coup justement compte. quand on a créé la suite, où il y en avait beaucoup plus, mais on a dû trouver on a dû choisir en fait. Donc là, le gros qu'on a choisi, c'est celui au Stade de France, où il y a un gros combat d'arène. Et après, toutes les autres, on a trouvé des petites combines, etc. Je pense à celui de Monsieur Paul aussi, tout à la fin, où c'est lui qui décrit toute la scène, mais tu l'imagines par ses dialogues ou par les moments où il passe, tu vois, mais sans qu'on la montre jamais, en fait. Et parce qu'on peut pas prendre ce temps-là. Donc, on a vraiment choisi nos moments où on montre les combats. Il y en a pas tant que ça, au final, des gros combats dans Psycho Paris. T'as quelques escarmouches qui vont assez vite. Mais ça, effectivement, on peut pas faire comme dans le manga, à traîner ça en longueur. C'est impossible. Et on est mis dans l'ambiance directement, hein, dès les premières pages de l'album, hein, avec cette scène dans le bistrot parisien. C'est les 4 premières pages qui ont servi à présenter le projet à Morad Boudjlal. Et donc, du coup, il fallait que ça aille super vite, que ça présente l'univers. Donc, le meilleur moyen qui nous a un peu handicapés après par la suite, parce que autant c'était cool pour présenter l'histoire au début, mais ça nous bouffait 4 pages au final et elles étaient plus aussi justifiées. On les aurait bien pris ailleurs en fait à un moment donné de l'histoire mais ouais, c'est vrai qu'elle présente super bien l'univers. T'as des jeunes qui dégustent un café dans un café et qui se foutent royalement du combat à côté d'eux, et tu sors et t'apprends que tout le monde a des armes dans Paris. C'est le côté un peu efficace. Et concernant le personnage de Sid, est-ce que c'est comment dire, est-ce qu'il a des ressemblances, enfin assumées, est-ce que c'est assumé la ressemblance avec Naruto ou pas du tout? C'est un hasard Il y en a complet. plein. J'ai bouffé à l'époque tellement de mangas. Tristan m'avait fait découvrir tellement de trucs que ça a ressurgi et c'est vraiment. Et quand on a fait la tournée des festivals, à chaque festival, il y a quelqu'un qui trouvait une ressemblance, soit avec de Final Fantasy, soit. Donc je pense que si c'est vraiment la digestion de tout un tas de personnages manga, de jeux vidéo, de machin, c'est vraiment la synthèse. C'est le mec classique avec ses lunettes, le blondinet avec les cheveux en pique. Donc je pense que j'avais pas encore assez bien digéré et j'ai vomi un truc qui est un peu le mix de tout ça un peu trop rapidement. Donc c'est vrai qu'il est très très connoté. On le retrouve. Moi, je pense effectivement pouvoir savoir d'où vient Sid. Moi, au niveau de mon inspiration sur son caractère, je pense que c'est tiré de Final Fantasy, je sais plus lequel. Je sais plus lequel. Je me suis dit tiens, ça c'est un personnage avec beaucoup d'énergie, un peu tête brûlée, un peu ce genre de truc. Il irait bien dans l'histoire pour amener justement des ruptures, des erreurs, un personnage qui est gaffeur un peu quoi. C'est le jeune con classique, ouais. Ouais, le jeune écervelé, voilà, c'est ça. C'est ça. D'accord. Et beaucoup d'interventions ce soir sur la page Facebook, sur le direct. Stéphane, à toi. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire que Guilhem Beck était content de vous saluer. Ah, tu veux dire bonjour à Guilhem. Bonjour Guilhem. Yes. Il y a Noé Molin aussi qui est en train de regarder. 2 questions. Marion Sudreau dit si Psycho atteint les 10 000 albums vendus, on pourra voir le visage du prospecteur. Et Alain Cécile pose la question pourquoi 2 prospecteurs? Oh là, il y a du spoil. Parce qu'il faut pas vendre le punch aux gens qui l'ont pas lu. Monsieur, enfin. Vous êtes en train de spoiler tout, les amis. Vous divulgachez. Ben oui, en fait, l'idée, c'est que le prospecteur, c'est une question même qui m'a été plusieurs fois posée depuis la sortie de l'album par mail ou via Messenger. Le prospecteur, en fait, c'est une sorte de caste qui est censé un peu protéger ou délivrer des choses et permettre aux gens des catacombes de vivre, en fait. Donc ils sont un petit peu anonymes, quoi. Et qui a
conçu, enfin, tu as donné des pistes à Corentin pour la Le création prospecteur, c'est 100% Corentin. Il s'est D'accord. pointé un jour C'est avec ce le premier design. perso de la Voilà. série. Quand on a commencé à en discuter, on discutait de cet univers. Il me parlait justement de scénettes à la Défense avec ces mecs en costard, avec leurs sabres, etc. Et puis, donc, de là, on a commencé à parler de plein de trucs. Et notamment, on s'est dit justement, ça serait cool d'avoir plein de castes différentes avec chacun, enfin des gangs, tu vois, à Paris, avec plein de trucs. Et je sais pas pourquoi j'ai eu cette image immédiatement de ce gang des mecs de la DDE, tu vois, avec un cône de chantier. C'est le premier dessin qui est sorti de Psycho Paris, qui était ce mec avec son cône. Donc j'en ai sorti plusieurs. J'ai montré ça à Tristan, il a dit, oh lui, ça va être un perso. On savait pas du tout ce qu'on allait en faire, mais il avait déjà tellement de prestance que. Bah ouais, Ouais, mais c'est fou, c'est vrai que c'est mystère. Ouais. un des premiers dessins. Donc c'est celui-là, ouais, c'est moi qui l'ai amené au niveau design en premier. Puis après, on a brodé. Tristan m'a brodé une belle histoire autour de ça. Qui t'a lieu Mais à d'ailleurs, ce perso avait même été. Il y avait Ashley Wood à un moment qui cherchait pour ses figurines, qui est un auteur de comics australien, je crois, ou anglais, je ne sais plus. Bref, en tout cas, il a une ligne de figurines assez haut de gamme et tout. Et Corentin lui a envoyé le prospecteur. Bon, le truc finalement, c'est pas fait, mais c'était. Ouais, il avait tripé tout de suite sur le design du perso. C'est un design de dingue, quoi. Ouais, et puis il y a eu du cosplay aussi, hein, de fait autour de ce personnage. Ça, c'était à mon anniversaire, je crois. On m'avait offert, je sais plus quel âge j'avais, il y a des potes qui s'étaient ramenés avec ça. Ils m'avaient chopé ça dans la rue, ils avaient fait 2 trous et m'avaient offert le cône. Depuis, ouais, je le trimballe à tous mes déménagements. J'ai un gros cône de chantier à la maison. Ouais, je suis créateur au niveau dessin de ce personnage et je crois que je suis le premier à avoir fait son cosplay immédiatement. D'accord, ah, je savais pas que c'était toi. Bah, du coup, avec un cône sur la tête, forcément. C'est vrai, pour revenir à l'intrigue de Psycho Paris, on peut le résumer en quelques mots. C'est petite connerie, grosse conséquence. Ouais, c'est ça. C'est ça qui était intéressant. C'était ce côté un peu étudiant, comme j'ai pu l'être à une époque, à faire des gros stuff, et puis derrière, voilà. Contrairement à quelqu'un de mon âge, par exemple, qui aujourd'hui, quand il fait une grosse fête, met 3 semaines à s'en remettre, à l'époque, voilà, tu étais reparti pour le lendemain et refaire la même, quoi. Donc voilà, ce côté inconséquent plutôt, et inconscient des conséquences, c'était cool à faire. C'est bien d'avoir des persos comme ça. Plutôt que des persos qui analysent un petit peu trop, comme dans Iron, où le mec il anticipe tout à 50 pages d'avance, donc c'est pas le genre de même scénario, quoi. Non, c'est clair. Et qu'est-ce que je veux dire? Un petit mot peut-être sur le coloriste qui a repris la deuxième partie de l'histoire, ou même les 2 coloristes, hein. Donc la deuxième partie c'était avec Michael, et avant c'était Jean-Noël Lemoine. Et Julie Poupard, ouais. Ouais, et Julie Poupard, pardon. Et du coup, parce que leur travail, en fait, le travail de Michael, il se fait dans la continuité. On sent pas de différence. On va dire, c'est assez fluide. La transition est fluide. Ouais. Il a fait Michael, c'est un excellent coloriste. Ouais. Le travail de Jean-Noël et Julie était vachement bien. Je me souviens, parce que c'est mes voisins, on est à 2 quartiers de distance, quoi. Donc Corentin venait à Montréal régulièrement, et puis à ce moment-là, on faisait le point sur les couleurs, etc. Mais ils ont fait un travail de dingue, notamment sur la scène dans la maison, le gang des Yakuza, là. À faire toutes les textures au sol, les effets de réverbération, de transparence. Enfin bon, il y a un travail de dingue. Et Michael derrière. Dans l'anime, ouais, les 2 travaillent dans l'animation. Ouais, donc ils ont réussi à mettre ça un peu dans notre bouquin, c'est ce qui est génial. Et puis Michael qui a repris le truc derrière et puis qui a fait un boulot incroyable aussi dans la continuité et puis avec une précision dans les ombres, dans les demi-teintes, etc., qui fait qu'encore une fois on est dans quelque chose d'assez proche de l'anime, quoi, tout en restant de la BD franco-belge. Donc ça reste très lisible, très dynamique. La couleur vient vraiment supporter le dessin et le dynamisme et vient pas écraser, ce qui est un peu trop fréquent, je trouve, le dessin. Corentin, tu voulais ajouter quelque chose? Non, ils ont fait un travail incroyable, hein, que ce soit l'équipe du premier tome ou Michael sur le deuxième.
C'est vraiment fou et c'était ultra agréable parce que moi je compte pas mes heures sur les planches et ils ont fait exactement la même de leur côté et ça c'est ultra gratifiant. Donc justement d'avoir des gens qui se penchent et qui y mettent la même énergie et puis le rendu est vraiment incroyable. Ils ont réussi à mettre parce que je voulais justement essayer d'atteindre ce petit côté anime, mais souvent ça marche pas parce que c'est trop détaillé, tu vois. Et là justement, ils ont vraiment réussi à fouiller les couleurs mais qui sont vraiment d'une richesse, je trouve, incroyable, que ce soit au niveau des ambiances, etc., tout en gardant une lisibilité vraiment incroyable. Enfin bref, moi je suis assez fanat de ce qu'a fait les deux équipes et voilà, j'en suis très reconnaissant d'avoir bossé sur les planches et d'avoir donné leur trip parce que ouais, c'était des périodes un peu difficiles pour chacun à ce moment-là et on a tous donné dans des bouclages complètement infernal et ça, ouais, vraiment bravo et merci à eux. Les pages sont super. D'accord. C'est un bel hommage. C'est un beau travail d'équipe également. Voilà. Je vous propose qu'on passe à la suite de votre collaboration, puisque vous êtes en train de préparer le tome 11 des Gobelins. Yes. Voilà. Ouais, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette suite? Qu'est-ce qu'on peut dire? On avait déjà commencé, on s'était vu avec Tristan, qui était venu à Montpellier juste avant mon accident. On avait commencé à découper tout le prochain tome 11. Donc on a toute une histoire au village où le chef meurt. Et donc on a toute une petite enquête à la Agatha Christie où on va parodier toutes ces univers d'enquête. Donc voilà, donc du coup on a storyboardé ça avant l'accident. Les pages sont prêtes à être faites. Maintenant, moi, je récupère encore toujours gentiment de mon accident, mais j'y vais gentiment. Quelques pages qui commencent à être faites. Et donc voilà, c'est l'idée. Du coup, une histoire complète. Ouais, on repartirait sur une histoire complète, ouais. D'accord. D'accord. Mais bon, avec toujours ce côté un peu déjanté des Gobelins, on imagine bien que ça ne va pas être un long fleuve tranquille. Je pense ce qui était dur, en fait, c'était après le tome 10 qui se termine de manière, je ne sais pas comment dire, qui aurait pu tout à fait être un point final pour la série, d'ailleurs. Ouais. Mais on s'est aperçu qu'en fait, on les aime trop, nos Gobelins, quoi. Et qu'on avait envie de raconter des conneries avec eux. Et donc voilà, il fallait retrouver quelque chose, parce que le chef perd quand même un petit peu de son prestige à la fin du tome 10. Donc on trouvait que c'était assez marrant de le faire mourir au tome 11, et puis avec tout le village qui s'y met pour essayer de comprendre et comment c'est passé. Et normalement, les gobelins ne meurent jamais. Voilà, donc comment ça se fait un gobelin qui meurt pour la première fois? Et donc voilà. Donc c'est encore une fois, ça sera pour irréférence, absurde, détourné et extrêmement violent, bien sûr. Et c'est un retour aux sources. Voilà, c'est quand même. Ça fait un petit moment que le tome 10 est paru, hein, pour les raisons qu'on connaît. Mais donc ça doit être un réel plaisir, je pense, pour chacun de vous. Ah ouais. Et vous voyez aller encore loin avec ces personnages? Ça va vraiment dépendre, quoi. C'est de l'inspiration. Ouais, et puis on va voir. Ouais, que tant qu'on se plaisait et qu'on se marrait à le faire, on continuerait. Donc là, c'est toujours le cas, en tout cas pour ce tome 11. Donc, est-ce que vous imaginez repartir sur une autre série plus réaliste comme Psycho Paris? On a des projets là-dessus. Pour l'instant, Soleil nous pousse à faire plus de Gobelins. Donc, c'est quelque chose qu'on entend aussi. Nous, on a aussi d'autres envies. Donc, pour l'instant, voilà, ça va. Pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui restent un peu ouvertes. Pour l'instant, disons, on se focalise sur ce tome 11. Et puis, quand on sera à quelques mois de l'arrivée, à ce moment-là, il sera temps de se poser la question de qu'est-ce qu'on fait après? C'est quoi le prochain projet excitant sur lequel on se lance, quoi. D'accord. Et je sais que Corentin
on a parlé, il aimerait bien raconter, mettre à l'honneur les personnes qui se sont occupées de lui suite à son Ah ouais, ça accident. c'est mon grand Hein. projet perso. Je sais pas si j'arriverai à le monter un jour, mais c'est vrai que l'idée m'a traversé forcément avec ce qui m'est arrivé, de raconter en bande dessinée bah, mon accident et plus que, plus que ça, raconter tous ces gens qui ont gravité autour de moi pendant quasiment 2 ans. Et j'ai trouvé, euh, au-delà de la gravité de la situation, l'expérience complètement incroyable. Et je pense il y a des trucs à raconter, je pense. Donc j'ai écrit dans un coin un gros pavé justement pour rien oublier de l'événement et de tout ce qui s'est passé. Et peut-être qu'un jour j'essaierai de le formuler. Mais là j'ai essayé de m'y mettre justement après l'accident. C'était encore trop dur. Après j'y ai mis peut-être trop de mois. Et du coup, j'ai eu l'angoisse de la page blanche qui est arrivée. Je savais pas comment l'écrire. C'était tellement intense en émotion que j'ai pas encore trouvé la façon de le raconter. Et du coup, c'est Tristan qui m'a dit de laisser peut-être reposer un petit peu la chose, partir gobelin, je suis dans mes chaussons. Le destin revient toujours gentiment. C'est quand même en plus toujours quand même un gros exercice pour moi. C'est pas encore la fête du slip. Ça me demande beaucoup d'efforts, etc. Donc, du coup, c'était peut-être un peu présomptueux de le faire maintenant. Ça aurait été bien de le sortir tout de suite parce que au niveau émotionnel, c'est clair que il aurait eu la fraîcheur en même temps que je recouvre la santé, tu vois. Mais là, je me suis pas senti, donc ça sert à rien de lutter. Donc là, du coup, ouais, on est parti sur un Et, gobelin. Si déjà j'arrive à le sortir dans 1 an et que tout se passe bien, ce sera une victoire absolue. Donc du coup, partons là-dessus. Mais ouais, ça c'est un peu une porte qui reste ouverte. De toute façon, l'histoire va pas s'envoler, hein, mais si un jour j'ai vraiment la force et que je trouve la manière de le raconter, je pense que ça serait intéressant. Ouais, est-ce qu'on peut imaginer un petit coup de pouce de la part de Tristan, qui est scénariste, qui a déjà pas mal d'albums à son actif et qui a vécu également à tes côtés ton épreuve, quoi. On en a parlé, je lui ai justement demandé un petit coup de main à un moment donné, mais il a bien Alors, vu que c'est... ouais, c'est assez compliqué parce que c'est une histoire très très personnelle. Donc moi, je peux apporter effectivement des petits coups de main techniques, mais je pourrais pas du tout la raconter à sa place. Et puis surtout, le problème aussi, c'est que moi, j'ai ma narration, j'ai mon style j'ai ma rythmique personnelle, et c'est pas forcément celle qui sortirait de l'esprit de Corentin et de son histoire. Qui serait plus proche finalement d'un roman graphique ou moi il m'a raconté ce qu'il voulait, comment il voyait le truc et tout. Il y a des excellents un excellent point de vue, il y a plein de scènes super quoi. Donc voilà, moi je peux, s'il a besoin d'une petite solution machin, je peux bien sûr, c'est toujours avec grand plaisir, mais en tout cas c'est pas moi qui vais pouvoir écrire ça. Il faut que ça vienne de lui, quoi, qu'il accouche le truc. Ouais. Et puis, quitte après à ce qu'on en discute pour resserrer quelques petits boulons ou trouver des petites solutions de transition ou des petits trucs, mais comme plutôt une sorte de relecture une fois qu'il aura vraiment accouché le projet, quoi. D'accord. Un peu comme des fois un éditeur peut vous donner des directions. C'est ça. D'accord. Ouais. Et Corentin, tu me disais également, enfin, que outre le personnel qui s'est occupé de toi très très bien dans ta rééducation et enfin, tout ce que tu as vécu, tu m'avais dit également que tous les messages de soutien que tu avais reçus sur la page, c'était très C'était très fou. important, c'était un C'était fou. boost. Ça a été incroyable, ça. Ouais. C'est Tristan et Marion, ma compagne, qui ont réuni tous les messages qui ont explosé, que ce soit sur la page Gobelin, la mienne, les messages privés et autres. Et c'était fou, cette vague. Je crois que personne n'est préparé à une vague aussi intense d'amour, de bienveillance. C'est tous les gens qui nous suivent ou qu'on suit sans jamais vraiment se parler. On regarde une photo d'un tel, on a toujours l'impression de suivre ce que fait un tel ou un tel dans la vie sans même s'immiscer ou quoi. Et là, d'un coup,
tout le monde qui vient te parler en même temps, c'est vraiment indescriptible comme sensation, et ça m'a tellement sauvé, ça m'a tellement aidé, ça m'a tellement donné de force. C'était fou, que ce soit les proches, que ce soit les amis perdus de vue, que ce soit les inconnus total, des libraires, d'autres dessinateurs. Pareil, c'est un milieu où on se connaît tous et en même temps pas du tout. Et là, d'un coup, ouais, c'était fou. Ça a été un élan d'amour tellement fort. Ça paraît, c'est indescriptible. Ça m'a vraiment sauvé parce que on sent voilà, il y a du monde derrière soi, on n'est pas tout seul. Et ça, c'est une force incroyable qui m'a été donnée. Voilà, j'en profite du coup pour remercier tout le monde. Voilà, tous ceux qui m'ont écrit des petits mots, qui m'ont soutenu par des pensées, par des petits messages privés, que ce soit en public ou non. C'était incroyable. Vous m'avez tous sauvés, clairement. C'est indéniable. Et merci à toi parce que tu as fait preuve également de caractère, parce qu'il faut avoir du caractère, il faut avoir l'envie également de s'en sortir, et tu l'as eu. Et on est très très heureux de te retrouver. Yes, merci bien. Je suis très content d'être là et de pouvoir faire tout ce que j'aime et de parler à tout le monde. C'est génial, c'est génial. Stéphane a quelques retours également. Quelques petites interventions. Biguette Connect qui dit que les couleurs dans les pages du métro, toujours sur Psycho Paris, sont super folles. L'ambiance est assez incroyable. C'était pour rebondir sur le travail des équipes de coloristes. Toujours sur Psycho Paris, savoir s'il sera édité à l'étranger. Je pense que oui, le 1 l'avait été en Hollande. C'est possible, ouais. Le 1 avait fait une ou deux traductions. Il y avait eu du hollandais, il n'y avait pas eu du polonais ou. Il y a eu en allemand. On l'a eu en allemand aussi, ouais, je pense. Je crois. Et anglais, non, il y avait eu un truc. Non, c'est les GOPS qui sont en anglais. Ouais. Donc oui, c'est possible. C'est possible. Mais on n'a pas de news pas les retours là-dessus, mais probablement, sans doute. Après, sur les gobelins, je vois encore. Est-ce que film d'animation et des peluches Goblins sont à venir éventuellement? Alors ça, film d'animation, ça fait, je pense, les projets s'enchaînent. On en est au 4/3e ou je sais plus quoi, à chaque fois avec des nouveaux studios qui sont intéressés, qui montent des dossiers, etc. Et puis bon, à la fin, on nous dit toujours c'est trop violent. Mais si ça ne l'est pas, ça ne nous intéresse pas beaucoup d'avoir une version un petit peu édulcorée du truc. Donc voilà, c'est toujours un petit peu compliqué à monter. On espère qu'un jour il y aura des intérêts, mais voilà. Ils veulent toujours un peu vider le projet de sa substance. Donc on espère un jour tomber sur des producteurs qui ont un peu des couilles finalement. C'est ça qu'on cherche. Après, j'ai encore, c'est pour revenir un petit peu sur le projet de Corentin. Fabien Lecas qui fait une remarque, et je t'ai pas coupé, mais il y a l'expérience de Nicolas Keramidas qui lui a raconté ses 2 opérations à cœur ouvert chez lui. Donc ça peut éventuellement, ça peut t'aider. Tu peux. Carrément, je savais pas, tu vois que. Nicolas... Oui, il a fait. C'est un roman graphique qu'il a sorti chez Dupuis là, il a raconté ces deux opérations à cœur ouvert. Et c'est un beau roman graphique, ça peut t'aider dans ton. Carrément. Sur le projet. Tu vois. Ok, j'irai voir ça. Ça s'appelle À cœur ouvert. Voilà. Noté. Et j'ai une question d'Alain Cécile pour Tristan qui demande comment ça te vient le remplissage des bulles pour les dialogues. Voilà. Moi, je pense que c'est pour les goblins. Ouais, mais en fait, il n'y a pas vraiment de remplissage des bulles. C'est plutôt, on dessine les bulles autour des textes. C'est pas exactement la même façon de faire. Oui. En fait, c'est plutôt la façon de travailler que j'ai avec Corentin. Moi, j'écris les pages découpées en principe, c'est-à-dire casin avec le casin ce qui se passe, puis le dialogue. Et puis après, alors avec Corentin, comme on a un rapport très on va pas dire intime, mais on fait une connexion très forte. Quand on se voit ensemble, en fait, on découpe les albums ensemble dans la même pièce. On se prend en général un chalet pendant une semaine quand il est au Canada, ou moi quand je viens à Montpellier. Et à ce moment-là, voilà,
on en profite. Moi, je lui raconte ce que j'ai écrit de mon côté. Hop, du coup, il amène des idées, on rebondit dessus, et puis à la fin, on découpe les pages, et puis on fait les dialogues. Souvent, on mime les scènes, on fait de l'improvisation. Enfin, je pense que ça serait assez rigolo à filmer. Oui, Il y aurait beaucoup de consoles. Bon, il faudrait couper ça au montage, mais et c'est très. On a une façon de travailler très fusionnelle, donc on a besoin de ça, de se retrouver ensemble. On l'a toujours fait depuis le début, donc ce ping-pong d'idées, même si Tristan amène une base, en tout cas pour les Gobs, une base solide justement, c'est une sorte de gros filet de sécurité où il amène quand même pas mal d'histoires qu'il a préparées en amont. Ça nous est arrivé une fois, ça, on n'est rien préparé du tout. On était un peu trop confiants. Sur une semaine de travail, c'est vraiment la page blanche. Il n'y a rien qui sort, mais vraiment nul, des gags nuls, pipi, caca. On en garde des bons des fois, mais là, vraiment, zéro absolu. On était malheureux. Et du coup, depuis ce jour-là, à chaque fois, Tristan prépare une bonne dose de petites histoires comme ça, au moins, même si on galère justement dans l'échange d'histoires, etc. On a ce petit filet de secours et ça nous aide au moins à démarrer les sessions. Et c'était fou cette session-là. c'était une belle leçon. Hein. C'était une belle leçon. Là. Tu dis, yes, allez, la semaine de travail. Et là, tu arrives le lundi, mardi, c'est nul. Mercredi, c'est nul. Bon, ça a bien démarré un moment, non. Jeudi, et si tu arrives le vendredi, tu fais, putain, il faut vraiment qu'on sorte quand même des pages, quoi. Et tu essaies. Donc, depuis, je produis le matériel. Après, ça nous permet de surfer dessus, quoi. C'est ça. Et du coup, après, c'est ping-pong d'idées. Donc, et puis, ce mix des deux, justement, l'idée de faire le storyboard ensemble, c'est que à cette étape où, en fait, tout se mélange. Il y a autant de Tristan dans le dessin à ce moment-là que moi dans le scénar, dans les dialogues. Là, il y a vraiment un mix de nous deux. Tout se mélange à ce moment-là. Je pense que c'est ça la petite alchimie qui se fait entre nous. Elle est au moment justement du storyboard. Et après, chacun repart de son côté. Moi, je fais les planches en dur. Tristan peaufine ses dialogues. Mais on a cette phase où justement on a une sorte de gros mélange où tout est mélangé, on ne sait plus à qui vient l'idée de quoi. Mais j'adore, c'est les meilleurs moments, c'est ceux-là, parce que c'est où on crée comme des fous, là, où c'est n'importe quoi. C'est très, très excitant, ça. Du coup, maintenant, j'aimerais qu'on passe à l'actu. L'actu de Tristan. Ouais. Je vais donner la parole à Stéphane s'il veut bien animer, prendre ma place. Non, fais un peu la police, s'il vous plaît. Je te confie les clés. J'ai deux quoi Deux petites questions encore qui sont tombées là. Yann Minière, donc il demande comment est venue l'idée de Goblins, mais ça on l'a vu en début de session. Live, ouais. Par contre, il pose la question de savoir si vous avez un chouchou parmi la tribu des Gobs. Et Paul Martinage lui demande s'il y a vous avez un chouchou dans Psycho Paris. Vas-y Coco, c'est qui tes chouchous? Amjad. Ouais, je pense que c'est celui. Pourtant, je dirais dans le tome 1, c'était pas lui qui m'avait marqué le plus. Mais il y a eu un retour lecteur quand on a été en festival, etc., qui est quand même un personnage qui était revenu assez souvent et qui m'a amené, en tout cas moi, à me poser la question sur qui était vraiment ce perso et à lui donner un background, etc. Et qui fait que, au fur et à mesure du temps, plus on a commencé à creuser sur lui, plus j'ai commencé vraiment à m'attacher à ce personnage. Donc du coup, si je devais en garder qu'un, Amjad est quand même celui qu'on a humanisé le plus, presque, je dirais. Les autres sont quand même des fous furieux absolus, etc. Amjad reste quand même celui qui est le plus... En fait, ce qui est marrant sur Amjad, c'est... moi, donc, j'ai 10 ans de plus que Corentin. Et donc, dans le personnage d'Amjad, il y a aussi le fait d'avoir des enfants, le fait de galérer à les élever... Et puis une sorte de maturité par rapport à la vie où tu aperçois que c'est pas toujours facile, quoi. Et donc au début, Coco, quand tu l'as mis sur Psycho, je pense que tu avais 27, 28, peut-être un peu plus, 29. Ouais, peut-être ça. Ouais, peut-être toute petite trentaine. Pas plus. Non, moins que ça.
Ah ouais, j'avais quasi moins que ça, peut-être, parce qu'on s'est rencontrés, j'avais 18, 19 ans. Ouais. Et Bref, en tout cas, ouais. c'était un petit genou. Et du coup, les problématiques d'Al-Jad, Oui, je m'en battais les couilles. j'essaie de lui expliquer, mais le mec, tu comprends, il a des gamins, mais en même temps, il doit les nourrir. Putain, c'est la galère. Parce que le mec, il avait des rêves, mais il n'y arrive plus. Et donc, ouais, mais bon, quand est-ce qu'il se bat, quoi. Et puis plus tard, arrive le tome 2, là, 10 ans plus tard, et la Coco fait ah, d'accord, je comprends, Al-Jad. Voilà. Donc, ouais, Je comprends Al-Jad, les rêves brisés, je comprends la nostalgie de la toute-puissance du physique, par exemple. Quand tu arrives à mon âge, voilà, c'est ça, là, tu te dis, c'était bien avant quand j'avais pas mal au dos, tu vois. Donc, voilà. Bon, Tristan, l'actualité brûlante du moment, bien sûr, c'est la sortie du Convoyeur 2 chez le Lombard. Bon, la version noir et blanc qu'on voit derrière Corentin est sortie le 7 mai et la version en couleur donc, sort le 21. Bon, on a un peu discuté tout à l'heure, donc c'est un deuxième tome qui est percutant. Donc, qu'est-ce que tu peux un peu en révéler? Bon, sans trop en révéler. Ouais, c'est ça qui est difficile parce que. C'est difficile, ouais, c'est difficile. Mais quel est l'esprit sur ce deuxième tome? Parce que il est le premier, laisser beaucoup de questions et dans le deuxième, on peut juste dire qu'il y a quand même pas mal de révélations, quoi. Ouais, l'idée c'était de présenter dans le tome 1 en gros comment fonctionnait l'univers du convoyeur, donc présenter l'univers du convoyeur et présenter les premières missions du convoyeur, tout en laissant sa nature et son origine un peu dans l'ombre. Et donc voilà, dans le tome 2, on comprend en gros qui est ce personnage, d'où il vient et après quoi il court et qu'est-ce que c'est que cette histoire d'œuf aussi, qui était l'un des éléments un peu fondateur du récit sur lequel on donnait aucune indication et non, même pas quant à ses effets en fait. Donc voilà, donc on explique tout dans le 2 parce que c'est ça le projet. Le projet a été vraiment écrit et pensé comme une trilogie au départ, donc avec vraiment des volets très identifiés, une sorte de drame en 3 actes. Et donc voilà, donc présentation, développement et conclusion, quoi. Ouais, Donc voilà, donc le 2 vraiment là, c'est là où on commence à délivrer toutes les informations qui vont permettre de développer la fin et où tout sera révélé quelque part. Ouais. Bon, après, toujours chez le Lombard. Alors pour l'instant, on a ça, c'est des séries qui sont en cours, mais on n'a pas encore de date de sortie. Mais c'est Hedge Fund, le 7e tome, donc. Ouais, qui conclura la avec série aussi. Patrick Hellard. Donc, ouais, toujours. Ouais. Et c'est la conclusion aussi? Alors, le tome 7 de Hedge Fund, c'est la conclusion de la série, qui fait écho au tome 1, finalement. Donc, c'est comme si, au niveau de la construction de la série, il y a un premier cycle de 3 tomes, donc les 1, 2, 3, il y a un deuxième cycle 4, 5, il y a un troisième cycle 6, 7, et le 7 conclut aussi l'ensemble de l'arc, finalement de la vie de Frank Carval et de son rival Hergé Bill Caert. Ouais, Bill Voilà. Caert. Bon, là, il est en pleine rédemption, puisque voilà, il est en train un peu de se racheter. Voilà. Ouais, ok. Et après, bon, il y a toujours chez le Lombard, on a aussi Irons. Ouais, alors Irons, la série, elle est sortie, le tome 3 est sorti un peu en plein dans l'épidémie, avec pas forcément un soutien immense, etc. Parce que, donc la série s'arrête au tome 3. C'est un peu dommage parce que moi, j'adore ce personnage. Donc j'avais encore des choses que j'aurais eu envie de raconter. Mais les lecteurs n'ont pas forcément suivi non plus. Il y a des projets comme ça où même si l'éditeur a fait un super boulot pour essayer de le délivrer justement en librairie dans les meilleures conditions. Et au final, c'est un ingénieur. Moi, je trouvais ça marrant, justement, d'avoir un héros très anti-héros dans son métier, entre guillemets. Et puis, voilà. Donc, la série a marché correctement, si tu veux, mais pas forcément au point, aussi bien pour nous que pour Luc, Braille et moi, que pour l'éditeur, de continuer forcément au-delà du top 3, qui conclut quand même, finalement, assez bien la série. Oui, quand même. Ouais, oui, puisque, il y a sur le cliffhanger, il y a une révélation qui fait écho au début de son Voilà, donc on termine quand même sur un happy end, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, ouais.
Mais après, ouais, juste pour rebondir un peu, le Irons, c'est un peu aussi de la vulgarisation du métier d'ingénieur, comme tu as pu vulgariser dans Hedge Fund ou encore dans crypto-monnaie, tout ce qui est finance. Euh, Mhm. donc en fait, ouais, bon, tu avais ces deux séries, là, fait, ce one-shot pour crypto-monnaie et Hedge Fund qui était en cours, et donc où tu vulgarisais tout ça, et après tu es passé au convoyeur donc, pour changer un peu changer un peu d'univers, quoi. Mais cette volonté de vulgariser ces mondes un peu techniques, c'était pour toi. Ah ouais, moi j'adore, ouais. J'adore tout ça. J'adore tous les trucs techniques. Je trouve que ça permet de pas mal comprendre le monde dans lequel on vit. Donc écrire des scénars, essayer de les rendre sexy sur des thématiques pas forcément évidentes, ouais, ça me plaît beaucoup. Donc voilà, donc j'ai pu comme ça aborder la finance avec hedge fund, l'ingénierie des ponts et chaussées avec Avec Irons, Irons, les ouais. cryptos, le rhum, c'est quand même la fabrication du rhum Ouais, et de l'alcool Oui, justement, et on de va en premier parler. étage. l'indépendance de la Et le Martinique. Ouais. Ouais, exactement. Donc l'aspect historique et tout, technique, voilà, l'aspect technique et historique, ça me plaît bien. Et le prochain, justement, ça sera des chroniques diplomatiques, justement dans les années 50, un peu dans cette thématique de vulgarisation de l'histoire et la géopolitique, la plus. Excellent. Un petit mot sur Avec Rome donc Héritage. Christophe Simon. Hein, excuse-moi. Un petit mot sur Rome Héritage. Ouais, bah, Rome Héritage, c'est une histoire, bah, le genre d'épopée familiale dans une plantation en Martinique avec, on commence au XVIIe siècle hein, et donc avec un personnage comme ça qui va être engagé comme esclave, quelqu'un qui vient de France parce que il a été ruiné, son père a été ruiné, et puis qui va se retrouver à la tête d'une plantation et puis avec tous les problèmes que peuvent avoir. Les locaux à cette époque-là, avec la couronne qui essaye de pomper leur sang comme un vampire, et puis voilà. Donc ça, c'est pour l'instant, il y a 2 tomes. D'accord, ouais, aux éditions Robinson. Aux éditions Robinson, ouais. Une filiale des éditions Hachette. Stéphane, est-ce que tu as d'autres retours avant qu'on conclue le live? Non, bah là, c'est bon. Ouais. Ouais, il y a Christophe qui confirme qu'effectivement, il y a beaucoup de révélations dans le tome 2 du Convoyeur. Il s'est régalé apparemment. Donc voilà, Paris gagné pour ce deuxième tome. Voilà, c'est déjà ça. Oui, juste une chose, ouais, c'est ce qui, au niveau des. Ouais, le prochain projet, tu travailles avec Christophe Simon qui a fait Kivou avec Jean Van Tout Damme, à c'est fait, ça? ouais. Ouais. Ouais, c'est ça chez le Lombard? Ouais. Ouais, chez le Lombard aussi. Hein. Ouais. D'ailleurs, au niveau des choix des dessinateurs, bon, je vois Patrick Elaf, Hedge Fund, Matteo Guerrero qui a fait plusieurs séries chez le Lombard aussi. Bon là, Christophe Simon. Comment tu as la connexion avec Bah, ça dépend. Ça peut être Lombard qui me met en contact. Là, ça a été le cas, par exemple, pour Christophe. C'est Lombard qui nous a mis en contact. D'autres fois, ça va être dans un festival ou Patrick Enaf, c'était mon partenaire d'atelier à Oui, Montréal. Donc voilà. Bon, Corentin dans le métro. Donc bon, voilà. c'est encore une autre histoire. Mais donc non, ça dépend. C'est vrai qu'aujourd'hui, Lombard, souvent, ouais, et Hachette, d'ailleurs, Hachette m'a mis en contact avec Mathéo, bizarrement, alors qu'on travaille tous les deux au Lombard. C'est Hachette qui m'a mis en contact avec Ok, Mathéo. d'accord. Et il y a peut-être une dernière question de Paul Martinage. Le projet de BD de Coco et Tristan sur un peuple dans la forêt reste toujours dans votre tête ou abandonné? Ah bah dans la tête, hein, Coco. Dans la tête, il est dégribouillé par-ci par-là, mais pour l'instant, il est surtout dans la tête. Et ouais, on espère, ça fait partie des nombreux projets qu'on a dans les cartons et qu'on espère pouvoir développer un de ces 4 ensemble. Mais ouais, ça viendra, les amis. Quelque chose en son temps. Bon. Non, ouais, ça fait partie c'est un projet qu'on se traîne depuis. Enfin, c'était quasiment au tout début de notre rencontre, on a lancé ça. Et donc voilà, et c'est l'histoire de ce petit projet, c'est que justement, on avait ce projet qu'on avait travaillé pendant 2 ans avec les couleurs que Corentin avait faites à l'époque et tout. Et on l'avait présenté à Angoulême. L'année aussi, on a présenté Gobelin. Et il y avait un petit éditeur qui était prêt à signer ce projet, mais celui-là était prêt à signer Goblins. Donc finalement, on s'est dit, bah voilà, on va partir sur Goblins. Et puis depuis, bah, on attend le moment où on va pouvoir s'y recoller et terminer, enfin lancer finalement le projet. Ouais. Ok.
Est-ce que l'un de vous veut rajouter quelque chose? Ou est-ce qu'on conclut sur cette petite info On peut conclure, écoute, moi. Ouais, je pense qu'on a fait le tour un peu de. Ouais. On a fait une petite heure de live, tranquillou, entre amis. Voilà. C'était un chouette moment. C'était Cool. c'était super cool de vous revoir tous les deux. Donc je vous remercie pour ce moment passé en votre compagnie. Merci à toutes Merci les à vous, personnes qui ouais, nous ont cool. suivis. Merci pour la réponse. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Et Ouais. merci à Stéphane également. Avec plaisir. Et puis on va souhaiter un très bon moment à Corentin dans les jours qui viennent, hein, parce qu'il y a Yes, un ouais. un heureux événement qui se prépare. Là, j'ai Donc, pas eu de message pendant le live, c'est bon. ça va. Ouais. Ok. Donc oui, le risque c'était que Corentin nous C'est quitte ça. en plein live, mais voilà, on a Ouais, évité bah ouais, ça. merci beaucoup. Ça aurait pu On va faire voir. une petite anecdote. Ouais. En tout cas, le live sera disponible en replay très rapidement sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez raté le début. Vous pouvez revoir tout cela très rapidement sur la chaîne YouTube de La Ribambule. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et un passage obligé chez votre libraire pour aller regarder et acheter Psycho Paris, bien évidemment, car on veut une suite. Oui, vous. À bientôt, bonne soirée. Ah, Salut, ciao. à la prochaine. Yes.